Il le disait maudit, un cheval noir qui avait brisé chaque homme ayant tenté de le monter. Au marché aux bestiaux de Saint-Martin, une jeune femme leva la main avec seulement 100 € en poche, et la foule éclata d'un rire gras et moqueur. Mais ce qui se passa ensuite allait tous les réduire au silence. Au milieu des tempêtes, des murmures, et devant le village tout entier, elle et le cheval indomptable forgèrent un lien que personne n'aurait cru possible. Ceci n'est pas une histoire de dressage. C'est une histoire d'écoute. Le brouillard matinal pesait lourdement sur le marché aux bestiaux de Saint-Martin, transformant les contours des granges et des clôtures en silhouettes vagues, comme si tout le paysage de la campagne auvergnate avait été dessiné au fusain. La voix du commissaire-priseur crépitait dans les haut-parleurs, rauque comme du papier de verre, rebondissant sur l'air humide. Des bottes raclaient la terre battue. Des éperons cliquetaient, et l'odeur du foin et du fumier persistait, mêlée à celle de la brioche frite d'un stand déjà ouvert. C'était un matin de foire comme tant d'autres, mais la foule était agitée, les yeux rivés sur le cheval noir au fond de l'enclos. Cole, c'était le nom que quelqu'un lui avait donné, bien que sur le catalogue il fût simplement le lot 42. Sans aucune garantie. Il était grand, le poitrail marqué de cicatrices, ses yeux pâles comme de la fumée dans la lumière du matin. Un licol en corde lui sciait la tête, tendu à se rompre. Chaque fois qu'il tirait, les planches de l'enclos gémissaient, et les deux palefreniers resserraient leur prise en marmonnant des jurons. Les gens chuchotaient, comme si parler trop fort pouvait le provoquer. C'est celui qui a arraché une barrière l'hiver dernier. Il a jeté Pierre Duval contre la clôture. Il ne vaut pas la peine qu'on s'en occupe. Une bête dangereuse. Les rires fusèrent lorsque les palefreniers faillirent le perdre à nouveau. Quelqu'un cracha dans la poussière. Un autre se signa, murmurant des mots sur la malchance. Dans la campagne auvergnate, les chevaux devaient être utiles. Des chevaux de trait, des chevaux de concours, des partenaires agricoles. Un cheval qui ne pouvait être maîtrisé n'était rien de plus qu'un poids mort, un fardeau. Et pourtant, Cole se tenait là, tel un orage contenu, sa poitrine se soulevant, ses naseaux frémissant, mais ses yeux fixes et sans ciller, comme s'il regardait à travers la foule plutôt que vers elle. Le commissaire-priseur frappa son marteau pour rétablir l'ordre. Lot 42, hongre noir. Indomptable. Aucune garantie. Qui commence à 2000 ? Sa voix tonna. Une main se leva, plus par plaisanterie que par conviction. Les enchères s'égrenèrent sans conviction, les chiffres lancés comme des pierres, juste pour le sport. 500, cria quelqu'un du fond, s'attirant une volée de ricanements. 600, répondit un autre en secouant la tête. Ce n'était pas sérieux. Personne ne voulait de Cole. Et puis, sur le côté de la foule, une jeune femme leva la main. Elle n'était pas vêtue comme les femmes d'agriculteurs ou les cavaliers. Elle portait une vieille chemise à carreaux rentrée dans un jean délavé, des bottes éraflées de la poussière de la route, et un sac à dos qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient attachés sous une simple casquette, son visage presque caché par la lumière du matin. Elle semblait trop petite pour l'enclos dans lequel elle venait d'entrer, trop fragile pour cette atmosphère épaisse de sueur et de moquerie. « 100, dit-elle. Sa voix était basse, mais elle porta. La foule se figea. Le commissaire-priseur cligna des yeux. 100. Oui. Elle ne haussa pas le ton. Elle ne scia pas. Un instant, le silence enveloppa la grange comme une couche de brouillard supplémentaire. Puis les rires éclatèrent. Dur, moqueur, cruel. 100. Ce licol coûte plus cher que ça. Tu veux un cercueil pour pas cher, ma jolie ? Les mots restèrent suspendus dans l'air, chaque syllabe une fléchette destinée à la renvoyer dans l'anonymat. Mais elle ne bougea pas. Elle garda son regard fixé sur le cheval. Cole avait cessé de tirer, de tordre son cou. Il se tenait là, les oreilles pointées vers l'avant, les yeux rivés sur la jeune femme. Pour la première fois de la matinée, il ne luttait pas contre la corde. Il se contentait de respirer, sa poitrine se soulevant, la buée s'échappant de ses naseaux comme la fumée d'un feu de charbon. Le commissaire-priseur haussa les épaules, amusé. Le règlement, c'est le règlement. Vendu, le lot 42 à la jeune dame pour 100 €. Il abattit son marteau, le son claquant dans la grange comme un coup de tonnerre. Les rires enflèrent de nouveau, suivis d'applaudissements qui n'en étaient pas vraiment. C'était de la dérision, le genre d'applaudissements qui se moquent plutôt qu'ils n'honorent. Pourtant,
la jeune femme ne broncha pas. Elle traversa la foule qui s'écartait, ses bottes s'enfonçant dans la terre. Le palefrenier lui tendit la longe, s'attendant à moitié à ce qu'elle la lâche et s'enfuit. Ses doigts se refermèrent dessus, les jointures blanches un instant, puis se détendirent. La tête de Cole se releva légèrement, ses naseaux frémissant. Il ne se jeta pas en avant, ne tira pas sur la corde, ne testa pas sa prise. Au lieu de cela, il laissa la longe pendre mollement entre eux. Une immobilité étrange et troublante s'installa dans la grange, comme si ces deux-là s'étaient mis d'accord sur quelque chose que personne d'autre ne comprenait. La jeune femme se retourna, conduisant Cole hors de l'enclos. Le cheval se déplaça avec elle, ni docile, ni soumis, mais sans résister non plus. Les palefreniers regardaient, bouche bée. La foule murmurait. Un homme cracha dans la poussière et grommela, « Ça ne durera pas une semaine. » Mais Cole la suivit dans le brouillard, chaque pas lourd du son des sabots sur la terre battue. Et la jeune femme, Manon Dubois, garda les yeux fixés devant elle, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Derrière eux, la grange se remplit à nouveau de bruit, mais le silence entre Manon et Cole persista. Un silence plus épais que les mots, lourd d'une question que personne n'osait poser. Le bistrot du village se trouvait au coin de la Grand-Rue, un endroit où l'enseigne au néon grésillait même en plein jour et où l'odeur de lard grillé s'accrochait aux rideaux. Manon poussa la porte vitrée, la clochette tintant au-dessus de sa tête. Elle se glissa dans une banquette près de la fenêtre, le vinyle rouge craquelait grinçant sous son poids. La serveuse, une femme aux yeux fatigués dont le badge indiquait Sandrine Lefebvre, lui versa un café noir sans même lui demander. Manon le remua distraitement, regardant la crème tourbillonner comme des nuages se déchirant dans une tempête. Dehors, des camionnettes cahotaient sur la route, leur gaz d'échappement se dissipant dans l'air fin de l'automne. Autour d'elle, la conversation était le même bourdonnement sourd qu'elle avait été chaque matin depuis des années. Les prix du bétail, le temps qui descendait des montagnes du Massif central, la fête du village le week-end prochain. Mais aujourd'hui, il y avait une nouvelle note, une histoire portée par des chuchotements et des ricanements à propos d'une fille qui avait acheté un cheval sauvage pour 100 €. Les mots flottaient entre les tables et le comptoir comme de la fumée. Elle le regrettera. Elle ne sait pas dans quoi elle s'est embarquée. Manon garda les yeux baissés, traçant le bord de sa tasse. Elle n'était pas là pour se défendre. Elle avait appris il y a longtemps que les explications changeaient rarement les mentalités. La tarte aux myrtilles arriva, sa croûte s'effritant comme des feuilles sèches. Manon la coupa soigneusement, mâchant comme si chaque bouchée était un rituel pour garder ses mains stables. Du coin de l'œil, elle aperçut son reflet dans la vitre. Cole, attaché dehors à une barrière, la tête basse, les oreilles pivotant à chaque bruit de circulation. Il paraissait trop grand pour la rue, trop sombre pour les enseignes aux couleurs vives. Les passants s'arrêtaient pour le regarder, certains secouant la tête, d'autres serrant leurs enfants plus près. Cole ne bougeait pas, ne testait pas la corde, il se tenait simplement là, ses yeux pâles fixés sur l'horizon. Un homme coiffé d'un chapeau de feutre se glissa sans y être invité dans la banquette d'en face. La boucle de sa ceinture brillait, et une odeur de cuir et de tabac s'accrochait à lui. « C'est vous, la fille » dit-il, la voix plate. Manon ne répondit pas. Il se pencha en avant. « Ce cheval ? Ce n'est pas un projet. C'est une condamnation à mort. Les gens d'ici le savent. Vous seriez bien avisé de limiter les dégâts. » Il tapota la table pour appuyer ses dires, laissant un cercle de poussière sur le formica. Manon leva le regard juste assez longtemps pour croiser ses yeux, puis le baissa de nouveau. « Il n'est pas à vous, dit-elle doucement. » L'homme rit sous cape, un son sans humour, et se recula de la banquette. « Pas encore, marmonna-t-il avant de partir. Sandrine remplit la tasse de Manon, son regard s'attardant d'une manière qui n'était pas du jugement, mais de la pitié. « Ma petite, vous savez ce qu'ils disent. Ce cheval est maudit. C'est pour ça que les enchères se sont passées comme ça. » Manon hocha la tête, bien qu'elle n'écoutât pas. Dehors, Cole déplaça un sabot, traçant un petit cercle dans la poussière, puis redevint immobile. Il y avait quelque chose dans son immobilité qui parlait plus fort que les ragots. Il attendait, mais pas avec peur. Il attendait comme quelqu'un qui reconnaît quelque chose de familier chez un inconnu. La clochette tinta de nouveau, et un garçon entra en courant, les joues rouges de froid. Il portait un sachet en papier de pop-corn, le genre qu'on vend à la foire, des grains s'échappant par une déchirure.
Il s'arrêta près de la table de Manon, hésitant. Son élocution était saccadée, les mots brisés. « C'est votre cheval ?» Manon leva les yeux et pour la première fois depuis la vente, son visage s'adoucit. « Oui, dit-elle. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent, non de peur, mais d'admiration. Il serra plus fort son sachet, hochant la tête comme s'il venait de découvrir un secret. Puis, aussi vite qu'il était apparu, il sortit en courant, la clochette s'agitant derrière lui. Cole leva la tête quand le garçon passa, ses oreilles s'orientant vers la petite silhouette. Manon surprit l'échange à travers la fenêtre et sentit quelque chose bouger en elle. Un souvenir remontant sans y être invité. Le rire de sa sœur les après-midi d'été, le claquement de leurs pieds nus sur les planches de la grange, la promesse que les chevaux pouvaient voir à travers vous si vous les laissiez faire. Elle ferma les yeux, ravalant la douleur. La tarte était à peine entamée, le café noir froid. Quand elle se leva enfin, laissant des billets sur la table, le bistrot s'était calmé. Les conversations s'étaient tournées ailleurs, comme si l'histoire de la fille et de son cheval sauvage avait déjà été classée, une autre curiosité pour passer le temps. Manon sortit, l'air froid lui mordant la peau. Le regard de Cole croisa le sien, stable et indéchiffrable, la buée de son souffle se mêlant au sien. Elle tendit la main vers la corde, ses doigts effleurant les fibres rêches. Une seconde, elle hésita, puis enroula sa main autour. Ils s'éloignèrent du bistrot ensemble, descendant la route où les feuilles avaient commencé à s'amonceler, craquant sous les bottes et les sabots. Manon ne se retourna pas vers l'enseigne au néon qui clignotait derrière elle. Elle n'avait aucune intention de faire demi-tour. Les chuchotements la suivraient, bien sûr. Ils le faisaient toujours. Mais là, dans le rythme des pas de Cole à ses côtés, elle sentit le plus faible pouls de quelque chose de stable, quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Et bien que le village puisse la traiter de folle, Manon savait une chose avec certitude. Elle n'était pas venue dans la campagne auvergnate par hasard. La propriété Lambert, une maison de campagne, se trouvait à quelques kilomètres du village, au-delà d'étendues d'herbes de pâturage cassantes et de piquets de clôture usés par le temps, penchés comme de vieux hommes. La grange, autrefois rouge, s'était délavée jusqu'à un brun terne, sa peinture ayant depuis longtemps cédé au vent et aux tempêtes d'hiver. Manon s'arrêta à la barrière, tirant sur la chaîne rouillée jusqu'à ce qu'elle cède. Les gonds gémirent lorsqu'elle la poussa, Cole la suivant de près, ses sabots crissant sur un gravier qui n'avait pas senti de poids depuis des années. À l'intérieur de la grange, cela sentait la poussière, le foin sec, et quelque chose de plus ancien, comme des souvenirs enfermés. Les chevrons craquaient, les pigeons s'éparpillant à leur entrée. La lumière du soleil filtrait à travers les lattes et les poutres fracturées, dessinant des bandes pâles sur le sol en terre battue. Manon attacha lâchement Cole à un poteau, laissant du mou dans la corde. Il renifla l'air, les oreilles frétillantes, les yeux balayant le vide caverneux. Il n'y avait aucune menace ici, juste les échos de ce qui avait été. Manon posa son sac à dos, s'affaissant sur un seau renversé. Ses épaules s'affaissèrent. Elle sentit les kilomètres qu'elle avait parcourus s'abattre sur elle d'un coup, le poids des questions sans réponse, et le fardeau des regards du bistrot encore posé sur elle. Cole bougea, la corde se tendit, puis il se calma. Ils restèrent assis en silence, deux étrangers sous le même toit, respirant au même rythme. Le vent pressait contre les murs de la grange, un gémissement creux transportant l'odeur de la terre humide. Manon ferma les yeux, le son remuant quelque chose qu'elle avait essayé d'enterrer. Elle fredonna une mélodie, douce et inégale, une berceuse que sa sœur chantait autrefois lors des chaudes nuits d'été, quand les grillons étaient assez bruyants pour noyer le chagrin. L'air trembla d'abord, presque se brisant, puis se stabilisa. Les oreilles de Cole se tournèrent vers elle. Son corps se détendit, sa respiration ralentit, et pour la première fois depuis la vente, ses muscles ne semblaient plus être des fils de fer enroulés. Il baissa la tête, le long soupir d'une créature qui lâche prise. Manon regarda, la gorge nouée. Elle ne s'attendait pas à une réponse. Elle s'attendait à peine à ce qu'il reste attaché. Mais elle était là, une réponse, non pas en mots, mais en présence. Elle enlaça ses genoux, s'accrochant au silence comme à une corde tendue au-dessus d'un gouffre. « Je ne sais pas ce que je fais, mais je suis là », murmura-t-elle, sans s'adresser vraiment à lui. Les heures passèrent, mesurées seulement par la lumière changeante. Les pigeons retournèrent à leur perchoir, la grange s'assombrissant. Cole gratta une fois la terre, puis se tint à nouveau immobile,
comme s'il décidait que pour cette nuit, la bataille pouvait cesser. Manon étendit sa veste sur le sol, s'allongeant assez près pour l'entendre respirer. Ses yeux tracèrent les poutres au-dessus, constellation de fissures et de toiles d'araignée, jusqu'à ce que le sommeil s'insinue. Elle rêva d'été passé, des mains de sa sœur guidant les siennes sur des rênes, du grincement des selles en cuir, de l'odeur de la poussière et du soleil. Puis le crissement des pneus sur le gravier, le choc de la chute, le silence creux qui suivit. Elle se réveilla la joue contre le sol de la grange, la respiration haletante, son cœur refusant de ralentir. Cole bougea à proximité, le bruit sourd et régulier de ses sabots l'ancrant de nouveau au présent. Dans l'immobilité, Manon comprit quelque chose de non dit. Cole n'était pas seulement le cheval que tout le monde appelait indomptable. Il était un miroir. Ses cicatrices, son défi, son silence. C'étaient les siens. Et c'était peut-être pour cela qu'elle avait levé la main à la vente, non par insouciance, non pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce qu'elle l'avait reconnu avant tout le monde. La nuit s'épaissit, la grange s'installant à nouveau dans le calme. Manon serra sa veste plus fort, les yeux lourds. Le souffle de Cole remplissait l'espace, profond et régulier, le genre de son qui pouvait faire croire aux secondes chances. Le monde extérieur avait peut-être ri. Mais dans cette grange creuse, quelque chose de fragile commençait à prendre racine. Quand la lumière du matin perça à travers les lattes, Manon se leva, raide et endolorie, époussetant le foin de son jean. Cole cligna des yeux en la regardant, calme. Aucune brûlure de corde sur son cou, aucune combativité dans sa posture. Elle tendit la main mais s'arrêta à quelques centimètres, laissant sa main retomber à son côté. « Pas encore » murmura-t-elle. Elle attendrait. Pour l'instant, marcher côte à côte vers le jour à venir était suffisant. Ensemble, ils sortirent dans la matinée d'automne vivifiante. La grange soupira une fois de plus derrière eux, le bois gémissant comme s'il exhalait le soulagement de ne plus être vide. Le matin chassait le froid du pâturage en minces rubans bleus. Le givre s'accrochait à l'herbe comme le dernier invité poli d'une longue fête, réticent à partir. Manon parcourait la ligne de clôture avec un marteau et une poche de clous, tapotant les planches lâches une par une. Cole suivait son rythme de l'autre côté, son ombre suivant ses pas avec un calme presque cérémonieux. Il ne tirait pas sur la longe. Elle ne la raccourcissait pas. Ils se déplaçaient comme deux horloges enfin synchronisées sur la même heure silencieuse. Le trafic de la départementale soupirait au loin, une rivière lointaine de moteurs. Quelque part, un chien aboya puis s'excusa auprès du silence en s'arrêtant. Manon s'arrêta pour respirer, pour laisser le froid la traverser et nettoyer les sédiments au fond de ses pensées. Elle avait dormi d'un sommeil qui ne vous répare pas tant qu'il ne vous tient jusqu'à ce que vous vous sentiez tenu. Quand elle jeta un coup d'œil en arrière, Cole se tenait droit et attentif, les oreilles tournées vers son fredonnement. La berceuse. Elle ne savait même pas qu'elle la fredonnait à nouveau. La boîte aux lettres près du chemin de gravier était penchée depuis la veille. Elle posa le marteau et la redressa, ouvrant la porte en fer blanc avec un grincement. À l'intérieur, des prospectus, un journal local, une seule enveloppe avec son nom imprimé en petites lettres soignées. Manon fronça les sourcils. Elle n'avait dit à personne qu'elle était ici. Elle l'ouvrit d'un coup de pouce. Une feuille pliée glissa. Du papier de cahier à ligne. Un dessin au crayon. Un cheval noir sous un toit de grange de guingois. Une carotte sur la barrière. En bas, en lettres capitales bien nettes, pour votre cheval, est le accent aigu haut. Manon se tourna vers la grange et trouva la carotte déjà là, en équilibre sur la planche supérieure rugueuse, comme si une minuscule cérémonie avait eu lieu à l'aube. Cole l'avait remarqué aussi. Son encolure s'arqua, sans se jeter, juste en mesurant. Il fit un pas, s'arrêta, prit la carotte avec ses lèvres, et la laissa tomber à nouveau, comme pour tester si le monde le punirait de vouloir quelque chose. Quand rien de mal ne se produisit, il la poussa du nez une fois de plus et prit une bouchée lente et réfléchie. Le croquement traversa le silence comme un petit tonnerre. « Bien » dit Manon sans se rapprocher, comme si un mot plus fort pouvait effaroucher l'instant. « Prends ce qui est donné. » Vers 10 heures, le soleil avait chauffé le toit en tôle jusqu'à un doux tintement. Un tourbillon de poussière se forma à l'autre bout du pâturage et se défit aussi vite. Une camionnette s'arrêta près de la barrière. Une vieille Renault 4 avec une aile avant maintenue en place par l'espoir et une couche d'après. La porte passager s'ouvrit en protestant.
En sortit un garçon avec un bonnet de sport de taille trop grand, un sac en papier brun serré contre sa poitrine, ses baskets blanchissant dans le givre. Il s'arrêta net en voyant le cheval. Il s'arrêta et s'immobilisa comme seuls les enfants et les chevreuils le font, par un mélange de respect et d'admiration. « Salut !» appela Manon, le ton aussi léger que le vent, s'assurant que l'air restait doux autour de l'arrivant. « Tu es Léo ?» Il hocha la tête, puis déglutit, et le mot sortit lentement, prudemment, comme s'il en avait poncé les arêtes vives. « Je suis. »« Je ne voulais pas, peut-être que je devrais, c'est bon, dit-elle. »« C'est toi qui as dessiné ça. » Son visage esquissa un sourire qui ne savait pas encore tout à fait être confiant. « Oh oui. Je l'ai vu à la foire. Je vends du pop-corn parfois. Les gens disaient qu'il était méchant, mais on aurait dit qu'il essayait juste de rester immobile. » Manon sentit la phrase grimper en elle et s'asseoir à côté de la douleur qu'elle pensait avoir laissée dans un autre département. Elle s'approcha de la barrière, garda ses mains là où Cole pouvait les voir, et appuya son dos contre le poteau pour faire partie de la clôture. « C'est une bonne façon de le dire, » répondit-elle. « Parfois, rester immobile et courageux. » Léo s'approcha par petits pas, comme s'il mesurait l'air entre l'intention et la conséquence. « Je peux ? » « Si tu veux, tu peux remettre la carotte sur la barrière, » dit-elle. « Laisse-le décider. » Le garçon se déplaça avec la prudence d'une tortue. Il plaça la carotte et recula d'un grand pas. Cole tourna une oreille, puis l'autre. Manon observait la respiration du cheval, comment ses côtes s'élargissaient et se rétrécissaient comme la marée. Il s'approcha d'un pas unique et délibéré, prit la carotte et mâcha, les yeux mi-clos, comme s'il écoutait le croquement de quelque part à l'intérieur de son crâne. Quand il eut fini, il cligna des yeux en direction de Léo comme si c'était là tout le langage. « J'ai vu le cadeau. Je l'ai pris. Je sais que tu étais là. » Léo laissa échapper un souffle qu'il retenait peut-être depuis sa naissance. « Je ne pensais pas qu'il la prendrait. »« Moi non plus, » dit Manon, et ils rirent tous les deux, du genre de rire qui illumine une journée. Depuis le perron, Jean Lambert fit un signe de 2 doigts et retourna à son manuel de réparation étalé sur ses genoux. Il était sorti plus tôt avec du café noir et des conseils que Manon n'avait pas demandés, de la manière dont certains hommes vous tendent une clé à molette et une histoire en même temps. La maison derrière lui était un musée de photographie habité d'un Jean plus jeune, d'une femme aux yeux chaleureux, d'un chien avec une tête trop grosse pour son corps. Sur la table d'appoint, une pile d'enveloppes concernant les impôts fonciers, les renouvellements d'assurance, un dépliant proposant de refinancer à bateau. Jean avait tapoté la pile avec un soupir et dit seulement « Le monde se fiche que tu sois fatigué, mais parfois il te laisse te reposer. » La phrase s'était collée aux côtes de Manon. « Il est à vous ?» demanda Léo maintenant, non par curiosité juridique, mais avec la sainteté d'un enfant face à l'appartenance. « Il est à lui, » dit Manon, puis ajouta. « On travaille sur quelque chose. » Léo hocha la tête comme s'il s'attendait à cette réponse depuis le début. De son sac, il sortit un petit carnet et un bout de crayon mâchouillé jusqu'à prendre la forme de l'inquiétude. « Je peux m'asseoir et dessiner si je ne le dérange pas ? » « Tu peux, » dit Manon. Rester silencieux est une forme d'aide en soi. Il s'installa en tailleur près de la clôture, la langue dépassant du coin de sa bouche en signe de concentration. Le crayon chuchotait sur le papier. Toutes les quelques minutes, il levait les yeux pour saisir l'angle de l'épaule de Cole, la ligne de sa mâchoire, la façon dont le toupet tombait comme un rideau sur un œil. Cole, comme s'il comprenait qu'être vu et être observé sont des verbes différents, se rapprocha de la barrière. Pas assez pour toucher, juste assez pour être proche. Le vent glissa depuis les montagnes du massif central et dispersa les ombres. Jean toussa une fois, puis une autre, la séquelle d'un hiver qu'il n'avait jamais complètement surmonté. À l'intérieur de la maison, le téléphone fixe sonna une fois et abandonna. Des démarcheurs vendant de tout, de l'assurance habitation aux cartes de crédit et au genre de promesses qui sonnent comme le salut jusqu'à ce qu'on lise les petits caractères. Manon ignora la sonnerie. De la même façon qu'on ignore un nuage qu'on ne peut pas déplacer. Une camionnette ralentit sur la route et s'arrêta sur l'accotement. Manon reconnut la silhouette avant que la portière ne s'ouvre. Nicolas Brun, large et tiré à 4 épingles, son chapeau de feutre d'une géométrie précise contre le ciel. Il appuya ses avant-bras sur la lisse supérieure avec une aisance de propriétaire qui donnait l'impression que la clôture lui appartenait, comme tout le reste. « Bonjour », dit-il,
comme un homme qui aurait inventé les après-midi. J'ai entendu dire que vous aviez commencé un petit projet. Manon retint son souffle, le gardant comme du verre, intact, transparent. Je le nourris, je répare la clôture. Nicolas laissa son regard parcourir les planches, notant les faiblesses comme les banquiers notent les retards de paiement. La nourriture coûte de l'argent. Les clôtures aussi. Les factures de vétérinaire. La responsabilité civile. Beaucoup de gens ne tiennent pas compte de ça. Il sourit sans chaleur. Si vous avez des problèmes, mon offre tient toujours. Je peux vous débarrasser de ce problème. En liquide. Sans poser de questions. Léo s'immobilisa si complètement que même sa respiration semblait écoutée. Manon laissa le silence peser avant de parler. Il n'est pas un problème, dit-elle. C'est un cheval. Nicolas tapa sur la barrière, le son poli et sec. Un cheval qui a envoyé des hommes aux urgences. Les histoires poussent comme des bois de serre quand elles quittent l'étable, dit Manon. On commence petit. De l'espace, du calme, de la nourriture. Elle désigna du menton le carnet sur les genoux de Léo. On travaille à le laisser être vu. Le sourire de Nicolas s'amincit. Il jeta un coup d'œil aux garçons, aux fans de carottes comme des drapeaux verts dans la terre. Eh bien, dit-il, assurez-vous que votre thérapie équine n'effraie personne. Le canton n'aime pas les plaintes. Il toucha son chapeau à l'adresse de personne en particulier et retourna à sa camionnette. Quand le moteur démarra et que la poussière se souleva, ce fut comme un rideau tombant sur une scène écrite avant même qu'il n'arrive. Après que le grognement de la camionnette se soit adouci pour se fondre dans le bourdonnement de la journée, Léo leva les yeux. Il ne vous aime pas. Vous, dit-il à Cole comme s'il rapportait la météo. Manon rit doucement. Ce n'est pas grave. Nous n'avons pas besoin de son amitié. Pour le déjeuner, Jean apporta des baguettes garnies enveloppées dans du papier paraffiné et un bocal de cornichons qui avait le goût qu'on leur aurait raconté une bonne blague. Ils mangèrent sur la barrière, les pieds ballants, le genre d'immobilité qui ressemble à du travail bien fait. Cole broutait du côté sur de la clôture, arrachant l'herbe avec un son de papier lentement déchiré et recollé en même temps. Quand Léo eut terminé son dessin, il le brandit. Le cheval avait l'air d'écouter quelque chose que lui seul pouvait entendre. Manon ravala une chaleur derrière ses côtes qu'elle n'attendait pas. C'est magnifique, dit-elle. Tu veux le laisser ici? Je le mettrai où je peux le voir depuis le box. Léo réfléchit, puis hocha la tête. Je peux en faire d'autres, dit-il timidement, fier. Si tu en as besoin. J'en ai besoin, répondit-elle. Il s'avère que nous en avons tous besoin. Les nuages se bousculèrent tout l'après-midi. Manon porta un seau d'eau à l'abreuvoir, le laissant déborder et trembler. Cole vint quand elle recula, abaissant son museau jusqu'à ce que la surface se courbe. Il but comme une prière puis, sans crier gare, tourna la tête et souffla contre son avant-bras. Pas un câlin, pas encore, juste un souffle. Chaud et humide, un brouillard que l'on pouvait porter. Manon ne bougea pas. Elle calqua sa propre respiration sur la sienne, compta lentement 4 temps pour inspirer, 4 pour expirer, de la manière dont on stabilise un bateau en se balançant avec le lac plutôt que contre lui. Léo vit la scène, son crayon s'arrêtant en plein vol. Il vous fait confiance, murmura-t-il. Il essaie l'idée, dit Manon. Peut-être qu'elle lui convient. Vers le soir, le ciel prit cette teinte cuivrée qui rend noble même les caravanes délabrées. Léo rangea son carnet, glissa le sac en papier sous son bras, et se leva. Je peux passer après l'école. Je peux apporter plus de carottes, ajouta-t-il précipitamment. Je demanderai à ma mère. Elle travaille à la mairie du canton. Elle est douée pour les formulaires et tout ça. Il rougit, ne sachant pas si les formulaires avaient leur importance au royaume des chevaux. Ils en ont, dit Manon, pensant aux décharges de responsabilité et au permis, à tous les mots d'adultes qui essaient de garder l'émerveillement dans des boîtes sur termes et conditions, politique de confidentialité, clause de non-responsabilité qui disent que l'amour c'est bien tant que vous paraffez ici. Dis merci à ta mère. Léo fit un signe de la main à Cole, un petit salut maladroit. Le cheval leva la tête, les oreilles en avant, et pendant un battement de cœur, le garçon parut plus grand, comme si le fait d'être vu avait allongé ses os. Il courut jusqu'à la camionnette où une femme attendait, cheveux bruns en chignon,
le blason du département sur son coupe-vent. Elle jeta un long regard à la scène, puis leva deux doigts dans un bonjour prudent. Manon le lui rendit. La camionnette s'éloigna dans un panache de gravier qui prit son temps pour retomber sur terre. Les enfants ont de bons yeux, dit Jean depuis le perron, sans lever les yeux de son manuel. Le cheval aussi, répondit Manon. Ils finirent les dernières planches avant la tombée de la nuit, la musique du marteau douce et juste. Quand le soleil lâcha le bord du champ, la température chuta d'un cran que l'on pouvait sentir dans ses dents. Manon déroula une longe plus longue et l'attacha au licol de Cole, puis ouvrit la barrière du petit enclos qu'ils avaient décidé d'expérimenter ce soir. Cole hésita, puis passa. Un cercle de terre propre l'attendait. Manon marcha jusqu'au centre et s'assit sur le seau renversé qu'elle utilisait comme tabouret, se faisant plus petite que le cheval, plus petite que l'inquiétude. Cole commença à bouger, de lents arcs au début, le nez au sol, lisant le passé dans la poussière. Il ne la regarda pas pendant un long moment, ce qui, à sa manière, ressemblait à un travail honnête. Quand il le fit, il s'arrêta. Le monde retint son souffle avec lui. Manon ne parla pas. Elle garda les paumes ouvertes sur ses genoux, comme pour montrer qu'elle ne portait rien d'autre que du temps. Le vent tira une mèche de cheveux sur son visage et l'y laissa. Ses yeux se brouillèrent, non de larmes, mais de l'effort de ne pas pousser, de ne pas faire, de ne pas réparer, une force différente de celle dont elle pensait avoir besoin. Cole fit un pas vers elle, puis un autre. Il se tint assez près pour qu'elle puisse voir le fin gris et le noir de sa robe, le tourbillon à son épaule qui tournait comme une galaxie. Il baissa la tête à hauteur de son épaule et la regarda, vraiment, un œil en fusion et patient. La grange expira. Quelque part, une volée tardive d'oies sauvages fila vers le sud. Leurs cris tombèrent dans le champ comme des virgules, disant à la phrase du jour de faire une pause mais de ne pas se terminer. D'accord, dit Manon, le mot presque un souffle. D'accord. Il ne la toucha pas. Il n'en avait pas besoin. L'espace entre eux savait. Quand l'obscurité prit enfin les décisions pour eux, Manon se leva, ramena Cole au box et étendit de la paille fraîche. Elle accrocha le dessin de Léo à un clou tordu, là où le cheval pourrait le voir s'il le voulait. Les lignes de graphite captèrent le dernier lambeau de lumière et le retinrent courageusement. Jean posa une lanterne à pile sur le poteau, sa lueur douce et ordinaire. Ils fermèrent la grange ensemble, les mains sur la même porte, et sortirent dans la fraîcheur comme des gens quittant l'église en silence, la bénédiction encore chaude sur leur dos. Sur le perron, la bouilloire cliqueta. Manon versa du thé dans 2 tasses ébréchées, la vapeur s'épanouissant. Elle sirota et laissa la journée s'arranger derrière ses yeux. Cole bougea une fois, le bruit sourd des sabots tassant la paille. Un bon bruit de nuit. La lune grimpa au-dessus de la crête comme si elle aussi avait décidé de rester. Demain, dit Jean, et c'était à la fois un plan et une bénédiction. Demain, acquiesça Manon. Et sous le mot, il y avait quelque chose de plus stable que l'espoir, quelque chose comme une promesse faite au silence. L'après-midi suivant portait une âpreté qui laissait deviner que l'hiver attendait déjà derrière les collines. Le ciel était d'un blanc délavé, le genre de couleur qui donne l'air fatigué même aux granges les plus solides. Manon réparait une charnière lâche sur la porte du box quand elle entendit une camionnette arriver lentement, ses pneus crissant sur le gravier comme une question prudente. Elle posa son marteau, s'essuyant les paumes sur son jean. La portière s'ouvrit et en descendit une femme de l'âge de Manon, peut-être quelques années de plus, sa tresse brune soigneusement rentrée dans le col d'une veste en polaire brodée du logo d'une clinique vétérinaire. « Bonjour », dit la femme. Sa voix portait une assurance qui semblait acquise par la pratique. Elle tenait un sac en toile par les anses, le genre rempli de flacons et de bandages. « Vous devez être Manon. Jean m'a dit qu'il y avait un cheval ici qui aurait peut-être besoin d'un examen. » Manon hésita, puis hocha la tête. « Cole. » Elle désigna l'enclos où l'ongre noir arpentait d'un pas mesuré, la tête basse mais le corps tendu comme un arc attendant sa corde. La femme se présenta. Valérie Petit, assistante vétérinaire pour grands animaux. Je travaillais à Clermont-Ferrand, mais disons que je voulais une vie plus calme. Elle s'approcha lentement de la clôture, le sac en toile pendant bas pour qu'il ressemble moins à une arme et plus à une invitation. Cole leva la tête, les oreilles en avant, les yeux se rétrécissant à l'odeur d'iode et de latex. Manon fit instinctivement un pas pour s'interposer, mais Valérie leva légèrement la paume. « Laissez-moi faire, dit-elle doucement, mais seulement jusqu'où il le permettra.
Manon croisa les bras, mal à l'aise, mais ne discuta pas. Elle regarda Valérie rester à l'extérieur de la barrière, sa posture inclinée pour ne pas être une prédatrice, ni une menace. Elle claqua la langue une fois, puis sortit un petit bâton de cible de son sac. Au bout, il n'y avait rien de plus qu'une balle rouge vif usée par l'usage. Elle le tendit, mais ne le poussa pas vers lui, le tenant simplement dans l'espace entre eux comme une idée laissée inachevée. Les naseaux de Cole frémirent, la méfiance aiguisant chaque ligne de son corps. L'air de l'enclos s'épaissit. Il frappa le sol une fois, le son claquant dans le silence. Valérie ne bougea pas. Elle se contenta de respirer longuement et visiblement jusqu'à ce que le rythme de sa poitrine se stabilise en quelque chose de régulier. Le cheval inclina la tête, une oreille pivotant. Lentement, comme si la décision avait pris des siècles à mûrir, Cole fit un unique pas en avant et toucha la balle rouge du plus léger effleurement de son museau. « Bien », murmura Valérie, sa voix basse et égale. Elle ne se jeta pas sur lui, ne le récompensa pas avec des friandises. Elle cliqua simplement un petit appareil dans sa main, un son sec mais inoffensif, et recula. Cole cligna des yeux, son expression quelque part entre la confusion et la curiosité. Il gratta le sol une fois, puis se calma. Manon laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. « Comment avez-vous fait ça ?»« Pas moi », répondit Valérie, gardant toujours sa voix douce. « Lui. Il a choisi la curiosité plutôt que la peur pendant une demi-seconde. C'est tout ce que j'ai demandé. » Ils répétèrent l'opération une fois de plus. La balle offerte, le contact donné, le clic le marquant comme une note sur une partition. Ni plus, ni moins. Cole s'éloigna ensuite, mais son corps ne se hérissait plus comme avant. Valérie rangea le bâton, le remit dans son sac, et s'appuya contre la clôture. « Il n'est pas brisé, » dit Valérie. « Il n'est pas sauvage non plus. Il attend juste que quelqu'un arrête d'essayer de gagner et commence à essayer d'écouter. » Les mots atterrirent lourdement dans la poitrine de Manon. Elle pensa à sa sœur, à la façon dont elle avait insisté sur le fait que chaque cheval pouvait être plié avec suffisamment de répétitions. Manon avait suivi, avait cru, et une nuit sur une route de gravier, tout avait volé en éclats. Elle pressa sa main contre la clôture, s'ancrant au bois. Écouter est plus difficile qu'il n'y paraît, admit-elle. Valérie lui lança un regard qui n'était pas de la pitié, mais de la reconnaissance. Plus difficile, mais ça en vaut la peine. Elle jeta un coup d'œil à Cole, qui se tenait maintenant la tête au-dessus de l'abreuvoir, respirant la vapeur qui montait de son propre reflet. « Je passerai quand je pourrai. Vous ne devriez pas faire ça seule. » Manon voulut protester, prétendre qu'elle n'avait pas besoin d'aide, mais les mots restèrent dans sa gorge. Elle se contenta de hocher la tête. « Merci. » Valérie sourit faiblement, puis rangea ses affaires. « Encore une chose, » dit-elle en s'arrêtant près de la camionnette. Ne confondez pas l'immobilité avec la reddition. Parfois, c'est la chose la plus bruyante qu'un animal ou une personne puisse dire. Après son départ, Manon retourna à l'enclos. Cole leva la tête, les oreilles frétillant comme pour cataloguer ce qui avait changé. Elle appuya ses bras sur la barrière. « Tu les as tous bernés, » murmura-t-elle. « Mais je crois qu'elle t'a vu. » Le cheval déplaça son poids, puis baissa la tête vers le sol. Les yeux de Manon brûlaient sous le poids du souvenir. Elle pensa à la voix de sa sœur disant presque la même chose des années auparavant dans une autre grange. Seulement, à l'époque, Manon ne savait pas à quel point ces mots étaient importants. La lumière du soir saignait d'or sur le pâturage, déversant des ombres longues et patientes. Manon se pencha contre la clôture, le front contre le bois frais, et écoutant non pas le silence, mais la respiration de l'autre côté, la preuve que pour cette nuit, aucun d'eux n'était seul. Elle resta jusqu'à l'arrivée des étoiles, jusqu'à ce que le givre revienne, jusqu'à ce que Cole se couche finalement dans la paille avec un soupir qui n'était pas une défaite, mais le premier indice de confiance. La mairie du canton ressemblait plus à une vieille école qu'au siège d'un quelconque pouvoir, mais les hommes appuyés sur ses marches lui donnaient du poids. Leurs chapeaux étaient inclinés bas, leurs bottes cirées non par fierté, mais par habitude. Le genre d'homme qui croyait qu'une poignée de main avait la même force contraignante qu'un contrat. Manon se tenait de l'autre côté de la rue, devant la coopérative agricole. La longe de Cole était lâchement enroulée dans sa main, tandis que Jean transportait un sac de grains jusqu'à la camionnette. L'air était raréfié par le froid du début de soirée, celui qui repousse les maux dans la gorge des gens.
Nicolas Brun sortit de la mairie d'une démarche qui transformait le trottoir en scène de théâtre. Sa veste était taillée sur mesure, ses bottes trop propres pour quelqu'un qui travaillait vraiment le bétail. Mais personne ne riait. Il avait le genre d'argent qui signifiait que les clôtures étaient réparées plus vite sur vos terres si vous lui faisiez un signe de tête, le genre d'influence qui faisait réfléchir un voisin à 2 fois avant de dire non. Il s'arrêta en voyant Manon et le silence de la rue se courba vers lui. « Vous avez une sacrée responsabilité là, » dit Nicolas en désignant Cole du menton. « Le conseil municipal ne veut pas de plainte. Si ce cheval s'échappe dans le jardin de quelqu'un, casse une clôture, effraie un gamin, devinez quel nom sera sur les papiers. » Son sourire était celui d'un avocat sans le diplôme. Manon serra plus fort la longe, mais garda une voix égale. « Il n'est pas en liberté. Il est nourri, abreuvé, et derrière une clôture. » « Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, » répliqua Nicolas en sortant un papier plié de sa poche. Il le tendit comme si c'était les Saintes Écritures. Article 8 du Code rural. Le bétail présentant un danger public peut être saisi. Vous n'avez rien signé à la vente, à part un acte de vente. Cela signifie que vous êtes responsable de ce qui se passera ensuite. Vous êtes sûr de vouloir parier votre avenir sur un animal qui est déjà condamné? Le poids des mots pesait comme une pierre. Jean s'approcha de Manon, posant le sac sur sa hanche. « C'est drôle, dit-il de sa voix rauque de gravier. Je ne me souviens pas que vous vous souciez du code rural au printemps dernier, quand vos vaches ont piétiné la moitié du pâturage des Thomson. » Nicolas ne regarda pas Jean. Il garda seulement son regard fixé sur Manon. « Vous êtes nouvelle ici. Vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent. Les gens ne pardonnent pas 2 fois. Vous devriez penser à me laisser vous débarrasser de ce cheval avant que ça ne finisse comme tout le monde s'y attend. » Manon voulut répliquer, exposer l'arrogance de son offre, mais sa gorge se noua. Au lieu de cela, elle regarda Cole. L'ongre se tenait immobile, les oreilles tournant mais le corps calme, comme si la corde entre eux portait plus de stabilité que de menace. Manon retrouva son souffle dans sa respiration, le même rythme qu'elle avait adopté dans la grange les nuits précédentes. « Il n'est pas à vous, » dit-elle finalement. « Plus maintenant. » La mâchoire de Nicolas se crispa, la première fissure dans son assurance. « Tout a un prix, » marmonna-t-il en remettant le papier dans sa poche. Puis il se retourna, ses bottes frappant le trottoir comme des points de ponctuation, et les hommes sur les marches suivirent sa retraite du regard. La porte de la coopérative agricole grinça alors que Léo la poussait, un sac de maïs concassé traînant sur le sol. Il se figea en voyant la tension de l'autre côté de la rue, puis se précipita vers Manon. « Ça va ?» demanda-t-il, les yeux allant d'elle à Cole. « Ça va », dit Manon, bien que ses mains tremblent encore. Elle s'accroupit pour aider Léo à soulever le sac dans la camionnette de Jean. Mieux que ça. Elle força un sourire, espérant que le garçon ne verrait pas les fissures en dessous. Cette nuit-là, de retour à la grange, le papier que Nicolas avait agité la hantait. Elle le posa sur l'établi, lissant ses plis. Les mots se brouillaient à la faible lueur de la lanterne, le jargon juridique s'en mêlant comme de la mauvaise herbe, mais le sens était assez clair. Nicolas pourrait créer des problèmes s'il le voulait. Le canton pourrait écouter. La loi n'était pas faite pour des gens comme elle. Cole bougea dans le box, un poids agité contre les planches. Manon s'approcha, posant son front contre le bois. « Ils pensent que tu es un danger, » murmura-t-elle. « Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je le suis aussi. » Elle resta ainsi jusqu'à ce que sa respiration cesse de trembler. Quand elle recula enfin, Cole pressa son nez à travers les lattes, la chaleur effleurant sa manche. Ce n'était rien de plus qu'un souffle, mais cela ressemblait à un serment. Manon ferma les yeux et se laissa apaiser. Elle retourna à l'établi, ramassa le papier et le plia proprement, non pour se rendre, mais pour se rappeler que la loi de la campagne n'était pas écrite seulement à l'encre. Elle vivait dans chaque clôture réparée, chaque repas partagé, chaque voisin qui décidait de ne pas détourner le regard. Nicolas avait ses codes et ses menaces. Mais Manon avait quelque chose qu'il n'avait pas, un cheval qui n'était pas parti quand il en avait eu l'occasion. Et peut-être, pensa-t-elle, que c'était une loi suffisante. La journée commença avec un ciel si clair qu'il semblait presque répéter. Les montagnes du Massif central se dessinaient nettement sur un horizon pâle. Manon nettoyait les boxes, les manches retroussées jusqu'au coude,
l'odeur de poussière de foin et de clous en fer s'accrochant à sa peau. Cole la regardait depuis l'enclos, les oreilles dressées. À chaque grincement de la brouette, une sentinelle silencieuse dans le froid. En milieu d'après-midi, les nuages avaient commencé à s'amonceler avec la furtivité des loups, lourds et sombres. Jean sortit sur le perron, plissant les yeux vers l'horizon. Ce n'est pas un temps à ignorer, marmonna-t-il. Manon s'essuya le front et sentit elle-même le changement dans l'air. Le calme soudain, le silence mal à l'aise des oiseaux disparus. Au moment où elle avait hissé la dernière botte dans le fenil, le premier grondement de tonnerre roula bas à travers les champs. Cole frappa le sol une fois, la tête vivement relevée. Manon laissa tomber la fourche et se précipita vers l'enclos, ses bottes s'enfonçant dans la terre humide. Le vent se leva rapidement, arrachant les feuilles du bosquet de tremble et les dispersant comme des mains effrayées. Puis le ciel se fendit d'un éclair. Si proche qu'il lui brûla les yeux. Cole bondit, la corde se tendant contre le poteau, ses muscles ondulants comme l'eau de la tempête contre la roche. Doucement, dit Manon, sa voix trop faible contre le rugissement. Elle agrippa la longe, ses bras tendus. Cole se cabra, les sabots frappant l'air, et un instant elle ne vit pas le cheval devant elle, mais le souvenir qu'elle n'avait jamais dépassé, le cheval de sa sœur s'emballant, le gravier volant, le cri qui suivit. Sa poitrine se serra, le souffle bloqué. Elle était de nouveau là, impuissante. Pas encore, murmura-t-elle. Mais la tempête avala ses mots. Cole retomba lourdement, les naseaux dilatés, le blanc de ses yeux révulsé par la panique. Manon s'accrochait à la corde, mais c'était comme tenir la foudre elle-même. Le tonnerre claqua de nouveau, et il s'élança sur le côté, la traînant de plusieurs pas dans la boue avant qu'elle ne lâche, les paumes brûlantes. Cole tourna dans l'enclos, terrorisé, le vent fouettant sa crinière. La pluie maintenant frappait la terre en violentes averses. Manon se releva en titubant. De la boue plâtrée sur son jean, son cœur se fracassant contre ses côtes. Jean apparut, la pluie collant son chapeau sur sa tête. « Rentre !» cria-t-il. Manon secoua la tête. Pas sans lui. Elle enjamba la barrière et entra dans le chaos, chaque instinct lui hurlant de reculer. Cole tourna, les sabots martelant le sol de fureur et de peur. Pendant un battement de cœur, elle crut qu'il allait la charger. Crut que c'était la fin du fil fragile entre eux. Mais alors elle tomba à genoux, les paumes ouvertes, laissant la pluie tremper ses cheveux et les coller à son visage. « Cole !» cria-t-elle, sa voix rauque mais brute de vérité. Je n'ai pas pu la retenir cette nuit-là non plus. J'ai lâché. Je l'ai regardée tomber, et je me suis détesté pour ça chaque jour depuis. L'aveu jaillit d'elle, une blessure ouverte à la tempête. Cole dérapa jusqu'à s'arrêter, la poitrine haletante, les oreilles plaquées, puis pointant vers l'avant, confus par cette rupture en elle. Un éclair les illumina tous les deux. Manon, à genoux, tremblante, et le cheval noir, de l'écume mouchetant son poitrail, les yeux fixés sur elle. Il ne se rapprocha pas, mais il ne s'éloigna pas non plus en furie. La pluie s'adoucit dans cette pause, passant de l'âme à des perles. Manon leva les mains plus haut, sa respiration inégale. « Je ne peux pas perdre à nouveau, » murmura-t-elle. « Pas toi non plus. » Cole renifla bruyamment, gratta une fois la boue, puis baissa la tête. Ce n'était pas la paix. Pas encore. Mais ce n'était plus de la fureur. Manon se releva lentement, pas à pas tremblant, jusqu'à ce qu'elle soit à portée de la longe qui pendait de son licol. Elle la ramassa, aussi délicatement que si elle recousait un tissu déchiré. Cole frissonna mais ne s'emballa pas. Ses flancs se soulevaient, son souffle se mêlant à la pluie. Manon pressa son front contre son encolure mouillée, ses larmes se perdant dans l'eau de la tempête. Ensemble, ils restèrent jusqu'à ce que le tonnerre s'éloigne plus profondément dans les montagnes. Les éclairs devinrent distants, la pluie se calmant en une bruine fatiguée. Jean s'appuyait sur la barrière, regardant en silence, le bord de son chapeau goûtant régulièrement. Le corps de Manon tremblait d'épuisement, ses vêtements trempés, mais la respiration de Cole se ralentit enfin contre son épaule. Quand ils retournèrent à la grange, elle drapa une couverture sur son dos trempé et frotta l'eau de son encolure. Cole ferma les yeux, s'appuyant presque imperceptiblement contre la pression de ses mains. Elle murmura de nouveau, plus doucement maintenant. « On va recommencer, tous les deux. » Dehors, la tempête laissa la terre lavée, chaque piquet de clôture luisant, le sol sombre comme de l'encre fraîche.
Manon s'affaissa sur une botte de foin, les mains lancinantes à cause des brûlures de la corde, sa poitrine encore lourde du souvenir, mais plus légère aussi, comme si dire la vérité à voix haute avait dénoué quelque chose qu'elle portait depuis trop longtemps. Cole bougea dans le box, puis souffla un long et profond soupir qui correspondait au sien. Cette nuit-là, quand elle s'allongea enfin sur le lit de camp dans la sellerie, la pluie tapotant doucement sur le toit en tôle, elle ne rêva pas de l'accident. Pour la première fois depuis des années, son sommeil fut vide et miséricordieux. Le matin après la tempête sentait la cendre et la terre humide, bien qu'aucun feu n'ait brûlé. Manon se leva avec les épaules raides, les brûlures de corde sombres sur ses paumes, et entra dans un monde rincé. Des flaques d'eau étaient éparpillées sur le pâturage comme des miroirs peu profonds, les nuages se déplaçant paresseusement à leur surface. Cole se tenait près de la clôture, son pelage humide mais brillant, sa queue battant lentement et délibérément. Il leva la tête quand elle sortit, ses oreilles se tournant vers elle. Elle ne portait ni licol, ni longe, seulement elle-même. Le souvenir de la nuit précédente, ses genoux dans la boue, son aveu avalé par le tonnerre, palpitait encore dans sa poitrine. J'en avais rien dit après, il avait juste mis une bouilloire sur le poêle et l'avait laissé au silence. Mais le silence avait suffi. Manon s'approcha maintenant de l'enclos, ses bottes faisant un bruit de succion dans la boue, le froid mordant à travers le tissu de son jean. Elle s'arrêta à quelques mètres de la barrière et respira simplement. Le corps de Cole se tendit comme s'il décidait de fuir ou de lui faire face. Manon s'assit sur l'herbe, ignorant l'humidité qui la pénétrait. Elle posa ses paumes ouvertes sur ses genoux, les doigts tremblants. « C'est à toi de choisir, murmura-t-elle. Je ne suis pas là pour te retenir, juste pour attendre. » Pendant un long moment, rien ne se passa. Cole déplaça son poids, renifla, gratta une fois le sol. Le vent traîna l'odeur de pain à travers le champ. Manon garda un regard doux, non fixé sur lui, mais sans se détourner non plus. L'attente s'étira jusqu'à ce que ses jambes lui fassent mal. Elle se demanda si la patience était une sorte de prière, si chaque seconde était une perle sur un chapelet qu'elle n'avait pas l'intention de tenir. Puis Cole bougea, un pas, lent, délibéré, la tête basse, les oreilles inclinées sur le côté. Ni agressif, ni soumis, juste curieux. Le cœur de Manon battait si fort qu'elle crut qu'il pourrait l'effrayer. Elle déglutit difficilement et garda ses paumes stables. Un autre pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'ils se tiennent assez près pour qu'elle puisse voir le tourbillon en spirale dans le poil de son poitrail, le motif unique comme une empreinte digitale. Il étendit son encolure, les naseaux frémissants, et souffla contre sa main. De l'air chaud et humide emplit le matin frais. Manon ne bougea pas. Elle laissa le contact être son choix, pas le sien. Sa peau picotait là où le souffle la touchait, comme si quelque chose de vivant avait jailli sous ses veines. Finalement, avec une douceur surprenante, le museau de Cole effleura sa paume. Ce n'était pas un câlin, pas de l'affection telle que les gens la racontent, mais une reconnaissance. Manon expira en tremblant, sa vision se brouillant. « Merci », murmura-t-elle. Elle ne leva pas la main pour le caresser, n'osa pas prendre plus que ce qu'il avait donné. Elle laissa simplement le moment rester intact, fragile et entier. Léo était arrivé en remontant le chemin, son sac à dos rebondissant, les cheveux dépassant dessous son bonnet. Il se figea en les voyant. Fille et cheval suspendus dans une communion silencieuse. Son carnet pendait de ses doigts, oublié. « Il vous a touché » balbutia-t-il, la voix étouffée par l'admiration. Manon sourit sans se retourner. Il a décidé de le faire. Le garçon s'assit en tailleur dans l'herbe, dessinant rapidement, essayant de capturer la géométrie fragile de la distance et de la confiance. Cole agita une oreille au son du crayon qui grattait, mais ne recula pas. Manon resta immobile jusqu'à ce que ses genoux lui fassent mal et que l'humidité la pénètre profondément. Quand elle recula enfin, Cole ne se retira pas. Il la suivit d'un pas, comme s'il était réticent à laisser le moment se terminer. Plus tard, quand le soleil fut monté plus haut, Valérie arriva dans sa camionnette poussiéreuse, un thermos de café noir à la main. Elle s'appuya contre la barrière, observant avec un petit hochement de tête. « C'est ça, dit-elle doucement. C'est le changement. Vous ne l'avez pas tiré. Il est venu. » Manon ne répondit pas, craignant que les mots ne dévalorisent ce qui s'était passé. Cole retourna paître, mais quelque chose dans sa posture s'était adouci. Sa queue battait non pas d'agitation, mais au rythme de la brise.
Le monde semblait plus vaste pour le simple acte d'un cheval choisissant de toucher une main qui attendait. Manon se rassit sur ses talons, la boue collant à ses vêtements, une légère douleur dans les os, et réalisa qu'elle était plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Au crépuscule, elle accrocha le nouveau dessin de Léo sur le mur de la grange à côté de l'ancien. Celui-ci montrait le nez de Cole effleurant une paume ouverte. Des lignes simples mais vivantes. Elle traça les traits de crayon avec son doigt. La perspective de l'enfant transformant le moment en quelque chose de plus grand que nature. Jean le regarda en entrant pour le souper, et dit seulement « ça a l'air juste ». Cette nuit-là, allongée sur son lit de camp, Manon rejoua la sensation du souffle contre sa peau. Elle pensa de nouveau à sa sœur, mais cette fois non pas avec la piqûre de la perte. Au lieu de cela, elle entendit l'écho d'un conseil donné autrefois. Ne force pas la reine. Laisse le cheval te dire quand il est prêt. Elle n'avait pas compris à l'époque. Elle comprenait maintenant. Cole bougea dans la paille, laissa échapper un long soupir, et Manon murmura dans le noir, « Nous commençons ». Au moment où octobre s'installa pleinement dans la vallée, les champs devinrent d'or cassant, et les matins avaient un goût de givre. Manon parcourait quotidiennement la ligne de clôture, marteau à la main, chaque clou enfoncé dans les poteaux usés par le temps comme de petites promesses. Cole la suivait le long de l'intérieur, parfois arpentant, parfois s'arrêtant pour fureter dans les mauvaises herbes cassantes. Il était plus calme maintenant, non pas dompté, non pas docile, mais moins tendu. La tempête avait mis à nu quelque chose de brut en eux deux, et le silence qui en résultait était différent, moins comme une blessure, plus comme une porte ouverte. Cette semaine-là, de petits cadeaux commencèrent à apparaître. Au début, Manon pensa que c'était des accidents. Un sac de nourriture plié appuyé contre la barrière, une demi-botte de foin laissée près du perron. Puis vint un sac de carottes fermé par une ficelle. Pas de mots. Un matin, elle trouva une bobine de corde, sentant encore faiblement la quincaillerie, posée proprement sur le piquet de clôture comme si le donateur ne voulait aucun crédit. Manon retourna chaque objet dans ses mains, se demandant quel voisin avait choisi d'entrer discrètement dans sa lutte. Jean haussa seulement les épaules. Le village observe. Certains veulent te voir échouer. Certains se souviennent de ce que c'est que de tenir bon quand personne d'autre ne le fait. Cole renifla les carottes, les croquant lentement quand elle les lui offrit. Ses yeux ne roulaient plus de blanc à chaque son, bien qu'il se tînt toujours comme un soldat attendant des ordres. Manon brossa la boue de sa robe, ses mains se déplaçant avec moins de prudence qu'auparavant. Elle ne tressaillit pas quand il tourna la tête vers elle. Elle sentait le changement chaque jour comme une ombre se retirant avec le soleil levant. Léo continua d'apparaître après l'école, son carnet débordant de croquis. Il s'asseyait près de l'enclos et dessinait Cole dans toutes les postures, la tête haute, broutant bas, observant l'horizon. Parfois, il dessinait aussi Manon, bien qu'elle n'ait jamais demandé à voir. Son bégaiement s'adoucissait quand il parlait au cheval. « Vous devenez plus doux », dit-il un après-midi, pressant les mots à travers des dents serrées jusqu'à ce qu'ils sortent lisses. Manon, resserrant une planche à proximité, sentit les larmes lui piquer les yeux, mais ne les laissa pas couler. Un samedi, Valérie revint avec un stéthoscope autour du cou et un calme patient dans la voix. Elle vérifia les dents, les sabots et le cœur de Cole. Chaque contact mesuré, chaque pose respectueuse. Il porte de vieilles cicatrices, dit-elle en montrant une légère ligne sur ses côtes, mais aucune n'explique la façon dont les gens parlent de lui. Ça, c'est de l'histoire, pas de la science. Manon hocha la tête, pensant que les histoires pouvaient peser plus que la chair. Plus tard dans la soirée, Manon ouvrit la boîte aux lettres et trouva quelque chose qu'elle n'attendait pas. Une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur, une seule ligne manuscrite d'une écriture inégale. N'abandonnez pas. Nous croyons en vous. Pas de signature, juste la trace de la foi de quelqu'un glissée dans sa poche. Manon la plia soigneusement et la plaça sous la lanterne sur l'établi, à côté des dessins de Léo. Cole se tenait à la porte du box cette nuit-là, la regardant. Elle ouvrit la barrière et le laissa sortir dans l'enclos, puis s'affaissa sur son seau au centre. Le cheval tourna lentement, ses sabots chuchotant sur la terre, sa crinière se prenant dans la lumière de la lanterne. Il s'arrêta près d'elle, les naseaux frémissants, son souffle embuant l'air frais. Manon leva les paumes, ne demandant pas, offrant simplement. Cole se pencha assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur irradiée de sa poitrine, puis exhala un lourd soupir. Elle sourit dans le noir, un sourire fragile,
mais réel. Depuis le perron, Jean regardait les bras croisés. Il ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. Certaines victoires n'appartenaient qu'à ceux qui étaient à l'intérieur du cercle. Cette semaine-là, d'autres cadeaux arrivèrent. Un seau d'avoine, une couverture pliée sur la clôture. Aucun ne portait de nom, mais chacun était une main tendue, invisible mais présente. Pour chaque voix qui se moquait au bistrot, il y en avait une autre qui laissait une preuve silencieuse à sa barrière. Et tandis que Manon brossait Cole sous la lumière déclinante, elle réalisa que le lien entre eux n'était pas seulement une question d'elle et du cheval. Il s'agissait du réseau invisible de personnes qui choisissaient silencieusement de croire. Quand elle souffla enfin la lanterne cette nuit-là, la grange sentait le foin et le léger graphite des croquis de Léo scotchés au mur. Cole bougea sur la paille, s'installant avec un grognement de contentement. Manon était allongée sur son lit de camp, les doigts encore endoloris par le marteau, mais sa poitrine plus légère. Dans l'obscurité, elle murmura un merci non seulement au cheval, mais à chaque inconnu dont la gentillesse était anonyme. Le lendemain matin, un autre cadeau attendait près de la barrière, un sac de nourriture et, à l'intérieur, une seule pomme rouge. Cole la croqua avec une satisfaction bruyante, le jus coulant sur son museau. Manon rit, le son la surprenant elle-même. Pour la première fois depuis des années, le rire ne semblait pas emprunté. Il était à elle. Les arènes de spectacles équestres sentaient les oignons frits, le cirage pour cuire, et une poussière qui ne s'était pas déposée depuis 100 ans. Des drapeaux claquaient au vent, et des enfants couraient entre les gradins avec des cônes de barbe à papa, leur rire s'élevant au-dessus du haut-parleur. Manon se tenait derrière les panneaux du rond de longe, les mains moites malgré le froid. Cole bougeait à côté d'elle, la longe traînant lâchement. Ses oreilles frétillaient à chaque cliquetis de métal, à chaque acclamation montant de l'arène. Il n'était pas paniqué, mais il n'était pas calme non plus. Son souffle sortait en nuages chauds. Chaque expiration une question. Elle n'avait pas voulu venir. Jean avait insisté, disant que les gens avaient besoin de voir plus que des ragots. Valérie avait été d'accord, insistant sur le fait que même une seule démonstration silencieuse pouvait changer l'histoire d'un village. Léo avait supplié, son carnet serré contre sa poitrine, promettant de dessiner chaque instant pour que Cole ne soit pas oublié. Et donc elle était là, ses bottes s'enfonçant dans la terre retournée, son pouls plus fort que la voix de l'annonceur. Quand la porte se referma derrière eux avec un claquement, le bruit de la foire s'estompa en quelque chose de plus contenu, comme si on était scellé à l'intérieur d'un tambour. Cole jeta la tête une fois, testant l'espace. Manon détacha la longe et recula, les paumes ouvertes, le cœur battant à tout rompre. La foule se tut de surprise. Pas de licol, pas de bride, pas de cravache. Juste une fille et un cheval dans un cercle de poussière. Manon s'assit sur le seau qu'elle avait apporté, se faisant petite. Elle respira jusqu'à ce que ses côtes lui fassent mal, jusqu'à ce que le son de ses propres poumons stabilise le sol sous elle. Cole fit le tour du rond une fois, 2 fois, ses muscles tendus mais mesurés. Les gradins murmuraient, les chuchotements se propageant, elle est folle. Ce cheval va la tuer. Attendez de voir. Mais Manon ne bougea pas. Elle garda un regard doux. Ni un défi, ni une invitation. Elle était simplement. Cole ralentit, ses sabots envoyant de petites bouffées de poussière dans le rayon de soleil qui traversait le rond. Il tourna une oreille vers elle, puis l'autre. Finalement, comme attiré par quelque chose de plus silencieux qu'un ordre, il marcha vers le centre. La foule retint son souffle collectivement. Cole s'arrêta devant elle, baissant la tête centimètre par centimètre jusqu'à ce que son museau plane à hauteur de son épaule. Manon leva la main, non pour saisir, non pour diriger, juste pour montrer qu'elle était vide. Cole la toucha de la même manière qu'il l'avait fait des jours auparavant dans l'enclos, mais maintenant devant tout le village. Un silence plus lourd que n'importe quelle acclamation tomba. Le microphone de l'annonceur cliqua inutilement, oublié. Même le manège semblait s'être arrêté. Léo, perché sur le gradin le plus bas, pressa son crayon sur le papier si fort qu'il se cassa. Il s'en fichait. Ses yeux écarquillés buvaient la scène. Jean se tenait à la barrière, son chapeau bas, mais son sourire était indubitable. Valérie croisa les bras, le plus petit hochement de tête affirmant que le choix avait été celui de Cole depuis le début. Manon murmura, bien que personne ne puisse l'entendre au-delà du cheval, « Merci ». Cole renifla doucement, comme pour répondre.
Puis il baissa encore la tête, son front effleurant sa poitrine. Le silence s'approfondit, si complet qu'on aurait dit que le monde lui-même retenait son souffle. Quand Manon se leva enfin, Cole la suivit, son épaule effleurant son bras. Elle fit une fois le tour du cercle, le cheval suivant chacun de ses pas sans corde ni rêne. La foule haleta, mais Manon ne les regarda pas. Elle garda seulement une démarche régulière, faisant plus confiance aux liens qu'aux planches qui les entouraient. Ils se déplaçaient comme s'ils étaient cousus ensemble. Un rythme, un souffle. À la barrière, elle rattacha la longe, non pas parce qu'elle le devait, mais parce que le rituel comptait. Elle fit sortir Cole, son corps tremblant, mais son visage calme. Le silence derrière eux se maintint un long moment, puis se brisa en applaudissements épars. Pas fort, pas déchaîné, mais hésitant, comme si les gens n'étaient pas sûrs de ce dont ils venaient d'être témoins. Nicolas Brun se tenait près du couloir de sortie, les bras croisés, la mâchoire serrée. Ses bottes cirées étaient maintenant couvertes de poussière, et il ne souriait pas. Il ressemblait moins à un éleveur qu'à un homme regardant une histoire lui échapper. De retour à la remorque, Manon frotta l'encolure de Cole, sa main stable malgré le tremblement dans sa poitrine. « On l'a fait » murmura-t-elle. Cole laissa échapper un lourd souffle, le son portant le poids de 1000 doutes. En partant, alors que le soleil glissait derrière la tribune et que les lumières de la foire s'allumaient, Manon s'assit sur le passage de roue de la camionnette de Jean, ses bottes pendantes, son corps endolori par l'immobilité plus que par l'effort. Elle regarda Cole, debout tranquillement dans la lumière déclinante. Et pour la première fois, elle crut que ce n'était plus seulement une question de survie. C'était le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait ses propres cicatrices. Le village n'avait pas applaudi comme il le faisait pour les cavaliers de rodéo ou les courses de baril, mais ils avaient vu, et parfois, voir était suffisant pour commencer. La semaine après le spectacle équestre, la vallée entra dans cette pause agitée entre l'automne et l'hiver. L'air portait à la fois de l'âpreté et de la douceur. De la fumée de bois des chalets voisins. Des feuilles humides écrasées dans la terre. Manon conduisit Cole sur le terrain ouvert au-delà du pâturage de Jean, un champ qui s'étendait vers les montagnes du Massif central en nuances ondulantes d'or et de gris. Le sol était craquelé par la chaleur de l'été, mais ramolli par les pluies récentes, libérant l'odeur minérale de la poussière se réveillant sous l'eau. Elle n'avait pas prévu de le monter, pas de manière officielle, pas avec des selles ou des rênes. La seule pensée lui nouait la poitrine. Mais depuis le spectacle, quelque chose avait changé. Non seulement dans la façon dont Cole se déplaçait à côté d'elle, mais dans la façon dont les gens les regardaient. Les étrangers qui riaient autrefois s'arrêtaient maintenant, ne sachant s'il fallait se moquer ou hocher la tête. Manon sentit aussi le changement dans son propre corps, une légèreté sous les cicatrices. Elle voulait la tester. Pas pour la foule, pas pour Cole, mais pour elle-même. Le champ était silencieux, à l'exception du léger claquement des bottes et des sabots. Manon marcha en un lent cercle, laissant Cole imiter sa foulée. Quand elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand elle se tournait, il pivotait. La simplicité de la chose lui arracha des larmes. « Tu es là » murmura-t-elle. « Tu es vraiment là. » Une fine brume commença à tomber. Le genre de pluie qui ne trempe pas mais qui persiste comme un souffle sur la peau. Elle humecta les cheveux de Manon, perlant sur la robe sombre de Cole jusqu'à ce qu'il luise. Elle leva la main, les doigts tremblants, et posa sa paume sur la large surface de son épaule. Il ne tressaillit pas. Il se tenait comme un mur de chaleur dans la bruine, la tête basse, les yeux mi-clos. Manon pressa sa joue contre lui, le battement régulier de son cœur l'ancrant. Puis, sans se donner le temps de discuter, elle plaça sa main contre son garrot, testa le ressort du muscle, et passa une jambe par-dessus. Pas de selle, pas d'étrier, pas de filet de sécurité, juste du poids, de l'équilibre et de la confiance. Cole se raidit un instant, ses côtes se resserrant sous elle. Manon resta immobile, ses mains reposant légèrement sur sa crinière, murmurant des paroles apaisantes et insensées dans la pluie. Son pouls martelait, faisant écho au souvenir de l'accident de sa sœur, le gravier et le silence qui suivit. « Pas cette fois » murmura-t-elle. « Pas de cette façon. » Cole fit un pas en avant, puis un autre. Pas un emballement, pas une ruade, juste des pas. La pluie s'épaissit légèrement, les gouttes crépitant contre le sol comme de doux applaudissements. Manon expira, son corps se moulant à son mouvement. Pour la première fois depuis son enfance, elle sentit ce que signifiait monter sans peur.
Non pas parce qu'elle l'avait conquis, mais parce qu'il l'avait laissé rester. La bruine brouilla l'horizon, transformant le monde en aquarelle. Manon inclina son visage vers le haut, la pluie se mêlant aux larmes qu'elle ne prit pas la peine d'essuyer. La foulée de Cole se stabilisa, ses muscles roulant sous elle, chaque pas un battement de cœur qu'il partageait. Elle ferma les yeux et se laissa porter par le rythme. Quand elle glissa enfin à terre, ses bottes atterrissant doucement dans l'herbe mouillée, Cole tourna la tête et souffla contre sa poitrine. Manon rit à travers ses larmes. Un son brut, mi-soulagement, mi-incrédulité. Elle pressa son front contre le sien, murmurant « Tu m'as rendu quelque chose que je croyais perdu ». Du bord du champ, Léo avait observé, la pluie trempant son bonnet et l'aplatissant contre sa tête. Il serra son carnet sous sa veste pour protéger les pages, les yeux écarquillés. « Vous l'avez monté » balbutia-t-il quand Manon revint. « Juste un petit moment » admit-elle. « Assez. » Valérie arriva plus tard, les pneus de sa camionnette crachant de la boue, les phares fendant la brume. Elle ne gronda pas, n'avertit pas. Elle tendit seulement une serviette à Manon et dit « Vous avez l'air plus légers tous les deux. » Jean, sur le perron, alluma sa pipe et secoua la tête, bien que son sourire trahît sa fierté. Ce soir-là, Manon sécha le pelage de Cole avec une couverture rugueuse, lui redonnant de la chaleur. Il s'appuya contre la pression, la queue battant paresseusement. Elle scotcha le dernier croquis de Léo à cheval sur le cheval noir, la pluie tombant en biais autour d'eux à côté des autres sur le mur de la grange. Le papier se courba légèrement dans l'humidité, mais l'image brillait à la lueur de la lanterne. Quand Manon s'allongea cette nuit-là, l'odeur de la pluie s'accrochait encore à ses cheveux, et pour la première fois depuis des années, elle ne rêva pas de tomber, mais de voler bas au-dessus d'un champ, une crinière noire fouettant sa joue. Le premier givre tomba lourd cette semaine-là, argentant les champs jusqu'à ce qu'ils semblent forgés en acier. Manon se réveilla en voyant son souffle s'embuer dans la sellerie, la bouilloire lente à bouillir sur le vieux poêle de Jean. Le poêle de Cole s'était épaissi, son corps s'ajustant à la saison, mais ses yeux restaient vifs, agités à leur manière. La vallée était silencieuse, du genre de silence qui semble fragile, comme si un seul faux son pouvait le briser. Il fut brisé par le crissement de pneus. Une camionnette noire entra dans la cour, sa calandre chromée attrapant le soleil bas comme un ricanement. Nicolas Brun en sortit, bottes cirées, chapeau incliné, l'odeur d'eau de Cologne piquante même dans l'air vif. Deux hommes le suivaient, silencieux, se tenant en retrait les bras croisés. Nicolas s'avança comme si l'endroit lui appartenait, comme si chaque clou de la grange de Jean avait été martelé par son argent. Manon sortit, resserrant sa veste. Cole leva la tête au-dessus de la clôture de l'enclos, les oreilles brièvement plaquées avant de se pointer à nouveau vers l'avant. Nicolas toucha son chapeau en une courtoisie simulée. « Vous avez bien travaillé » dit-il de sa voix douce, comme un vendeur habitué des marches de palais de justice. La rumeur s'est répandue. Les gens disent que vous vous êtes même assise sur lui. Impressionnant. Il fit une pause, laissant le silence s'étirer, puis ajouta « Mais une pièce de spectacle comme ça ne devrait pas pourrir dans une vieille grange. Je vous le rachète pour 10 fois ce que vous l'avez payé. » Il sortit un chéquier de sa poche, le stylo déjà décapuchonné. La gorge de Manon se serra, non de tentation, mais de colère. Elle pouvait presque entendre à nouveau les moqueries dans les gradins, les rires quand elle avait levé la main à la vente. Maintenant, les mêmes personnes chuchotaient avec respect uniquement parce que Cole leur avait prouvé qu'ils avaient tort. Mais Nicolas ne se souciait pas du respect, seulement de la possession. « Je ne le vends pas » dit-elle calmement. Nicolas gloussa, le son ténu. « Tout le monde vend un jour ou l'autre. C'est comme ça que ce monde fonctionne. Tout a un prix. Vous avez rapiécé des clôtures, vous l'avez nourri de restes et de dons. Je sais ce que coûte le foin, ce que coûtent les factures de vétérinaire. Vous pensez que ces cadeaux des voisins vont continuer à arriver? Les gens sont versatiles. L'argent est stable. » Il écrivit un chiffre sur le chèque, l'encre audacieuse sur le papier, et le tendit. « Ceci pourrait vous acheter un toit, une camionnette qui roule, peut-être une vie non enchaînée à une responsabilité. » Manon ne regarda pas le papier. Elle regarda Cole. Le souffle du cheval formait de l'ennuage, ses yeux fixés non pas sur Nicolas, mais sur elle, comme s'il attendait qu'elle décide quel genre de personne elle serait. La poitrine de Manon se desserra, son choix aussi clair que le givre sur les barrières de la clôture. « Vous avez raison » dit-elle doucement.
Le sourire de Nicolas s'élargit. Tout a un prix, mais pas ça. Elle déchira le chèque en deux sans même le toucher. Le son du papier déchiré fut fort dans le matin glacial. Les deux hommes derrière Nicolas bougèrent, mal à l'aise. Le sourire de Nicolas vacilla, puis se durcit. Vous faites une erreur, dit-il. Ce cheval est marqué. Ce n'est pas un partenaire. C'est un danger. Quand, et non si, il craquera, vous vous souviendrez de ce jour. Manon s'approcha de la clôture, sa main effleurant le bois rugueux. S'il craque, je serai là. C'est la différence entre nous. Vous achetez ce que vous voulez. Je reste avec ce que je choisis. Un instant, la cour retint son souffle. Cole renifla et frappa le sol une fois, comme pour ponctuer ses mots. Nicolas remit le chèque déchiré dans sa poche, la mâchoire serrée. Ce n'est pas fini, marmonna-t-il en tournant les talons. La camionnette rugit, le gravier crachant sous ses pneus alors qu'elle s'éloignait. Les genoux de Manon tremblèrent alors que le son s'estompait. Elle s'appuya contre la clôture, expirant bruyamment. Cole étendit son encolure par-dessus la barrière, effleurant sa manche avec son museau, le geste si subtil qu'elle faillit le manquer. Elle sourit malgré la douleur dans sa poitrine. Pas à vendre, murmura-t-elle, comme si elle se le promettait à lui et à elle-même. Ce soir-là, Léo passa avec un autre croquis. Celui-ci montrait Cole se dressant fièrement contre les montagnes, Manon petite à ses côtés, mais stable. Il l'épingla au mur de la grange sans un mot. Jean l'étudia, la fumée de sa pipe s'enroulant autour de son visage, et dit finalement, on dirait que le gamin voit plus clair que la plupart des hommes de ce village. Manon hocha la tête. Elle savait que Nicolas reviendrait. Les hommes comme lui ne prenaient pas un nom pour une fin. Mais ce soir, avec la lanterne de la grange projetant une lueur chaude sur les planches rugueuses, et le dessin de Léo tremblant dans le courant d'air, elle sentit quelque chose d'inébranlable s'installer en elle. Aucun chèque, aucune loi, aucune menace ne pouvait mettre un prix sur ce qui avait été construit ici. Cole bougea dans le box, expirant un long et profond souffle. Manon l'imita. Le rythme d'un vœu qu'aucun papier ne pouvait briser. La première neige tomba doucement, un saupoudrage qui ne dura pas, mais qui laissa le monde avec une odeur plus vive, plus propre. Manon se tenait dans la cour, son souffle s'embrouillant et ses gants raides de froid. Cole broutait près de la clôture, les flocons de neige fondant sur sa robe noire comme des étoiles éphémères. Il y avait quelque chose dans la blancheur étalée sur le pâturage qui donnait à la grange l'air plus vieille, plus seule, comme si elle avait attendu un but qu'elle avait oublié. Ce matin-là, Jean s'était raclé la gorge devant son café et avait dit, « Tu pourrais faire plus que juste garder un cheval en vie ici. Tu pourrais redonner sa voix à cet endroit. » Il avait fait glisser un trousseau de vieilles clés sur la table. « Je ne comptais pas le laisser pourrir, mais je ne peux pas m'en occuper seul. » Ses yeux n'avaient pas tout à fait rencontré les siens, comme si les mots lui coûtaient. Manon ferma ses doigts sur les clés, le métal froid mordant sa paume comme un défi. Léo arriva après l'école, les joues rouges, les bottes couvertes de neige fondue. Il portait une liasse de carnets et un sac de clous emprunté au garage de sa mère. On pourrait la retaper, balbutia-t-il en sautillant sur place. Peindre, construire plus de box. Ces mots sortaient plus vite que sa bouche ne pouvait les former, mais Manon entendit le battement de cœur en eux. Elle regarda le garçon, le cheval, la grange affaissée, et sentit la forme de quelque chose de plus grand que la survie commencer à s'élever. Ils commencèrent petits. Jean guida Léo pour couper de nouvelles planches, ses mains rugueuses étonnamment patientes. Valérie apporta des onguents, des brosses, même une vieille malle de pansage dont personne à la clinique ne se servait plus, disait-elle. Les voisins qui n'avaient autrefois laissé que des cadeaux anonymes commencèrent à apparaître en plein jour. Monique Martin du bistrot envoya des tourtes et une pile de couvertures de rechange. Le veuf de la coopérative agricole apporta du bois à l'arrière de sa camionnette. Il ne venait pas avec des discours, mais avec des outils, de la nourriture, et un silence qui parlait plus fort que les mots. Manon peignit les mots « seconde chance » sur une planche au-dessus de la porte de la grange. Les lettres étaient inégales mais stables. Elle l'accrocha avec l'aide de Jean, leurs bottes crissant sur le sol durci par le gel. Cole observait depuis l'enclos, ses oreilles pivotant au son des marteaux. Quand le panneau fut enfin en place, Manon recula, de la peinture encore sous ses ongles, et sentit la grange respirer à nouveau. Elle ne s'affaissait plus de défaite. Elle se tenait en attente,
prête à abriter plus qu'un seul cheval brisé. La première à arriver fut une jument alezane maigre aux poils ternes et boitant d'une vieille blessure au tendon. Son propriétaire, un camionneur aux yeux cernés par trop de nuit sur la route, admit qu'il ne pouvait plus s'en occuper. Elle mérite mieux que le fond de mon terrain, dit-il, la voix rauque. Manon prit la longe, hochant la tête une fois. Cole regarda la jument entrer dans le box à côté de lui, ses oreilles frétillant mais son corps calme, comme s'il savait que la grange avait grandi. D'autres vinrent, l'un avec des cicatrices autour du museau causées par un mordure, un autre avec les côtes apparentes comme des barreaux de clôture. Chaque cheval portait sa propre histoire. Chaque histoire cousue invisiblement à celle de Manon. Elle ne demandait pas de détails. Elle n'en avait pas besoin. La façon dont il marchait, la façon dont il tressaillait au bruit ou tendait la main vers une main racontait plus de vérité que n'importe quel mot. Cole se tenait parmi eux comme une sentinelle, ni dominant ni soumis, simplement présent. Sa stabilité semblait ancrer les autres, comme si son choix de rester leur donnait la permission d'essayer. Léo remplit ses carnets de croquis, des murs de chevaux en graphite dans toutes les poses. Il laissa des pages scotchées au box, des lignes brutes qui portaient en quelque sorte de la tendresse. Ça les aide à savoir qu'ils sont vus, expliqua-t-il, bien que son visage brûlât de timidité. Manon punaise les dessins à côté de chaque plaque de nom, et bientôt les murs de la grange ressemblèrent à une galerie de la guérison. La nuit, Manon était allongée sur son lit de camp, écoutant le bruit des sabots, le rythme lent des chevaux qui s'installaient. La grange sentait le foin et les planches de pain fraîches, le cirage pour cuire et la fumée de bois s'échappant du poêle de Jean. Elle murmura dans le noir, seconde chance, et les mots semblaient plus lourds qu'une prière, plus lourds que la loi. Ils étaient à la fois promesse et défi. Un soir, alors que la neige tombait régulièrement et que la lueur de la lanterne brillait d'un éclat doré, Valérie s'appuya contre une porte de box et dit « Tu as construit plus qu'une grange ici, Manon. Tu as construit un refuge pour eux, pour toi, peut-être même pour le reste d'entre nous qui portons des fardeaux depuis trop longtemps. » Manon ne répondit pas. Sa gorge était trop serrée. Elle tendit seulement la main et caressa l'encolure de Cole alors qu'il soufflait chaudement contre son épaule. Dehors, la vallée était silencieuse sous la neige, mais à l'intérieur de la grange, la vie pulsait. Des chevaux qui avaient été abandonnés mâchaient maintenant du foin avec contentement, leur souffle s'élevant comme de la fumée. Un garçon qui avait autrefois du mal à parler fredonnait maintenant en dessinant. Un vieil homme qui avait cru sa terre finie se retrouvait à guider à nouveau des coups de marteau. Et une fille qui avait porté le deuil comme une chaîne se retrouvait à tenir des clés à la place. Manon regarda Cole, sa forme sombre et stable parmi les autres, et murmura « Nous n'avons pas seulement survécu. Nous avons commencé. » Fin novembre, les montagnes du Massif central portaient des couronnes de neige, leurs pentes déjà ombragées par les longs doigts du crépuscule précoce. Le vent se déplaçait sans repos dans la vallée, transportant l'odeur de pain et de fumée de bois, faisant vibrer le toit en tôle des nouveaux box que Manon et Jean avaient construits. Les jours étaient plus courts, le travail plus lourd, mais la grange, seconde chance, était vivante d'une manière que la terre n'avait pas vue depuis des années. Les chevaux bougeaient dans leur lit de paille, mâchant du foin à un rythme lent, leur souffle s'élevant comme de la vapeur de source cachée. Manon travaillait jusqu'à ce que ses mains se gercent, jusqu'à ce que ses épaules lui fassent mal à force de soulever des seaux d'eau et de fendre du bois. Mais la fatigue ne ressemblait plus à une défaite. Elle ressemblait à une appartenance. Chaque craquement des planches sous ses bottes lui rappelait que la grange avait été sauvée, réaménagée non seulement pour elle, non seulement pour Cole, mais pour une famille grandissante de chevaux non désirés et oubliés. Elle descendit l'allée, brossant la jument alezane à la cicatrice au tendon, vérifiant les côtes d'un jeune engrobé amaigri par la négligence. Il levait la tête vers elle, non plus avec peur, mais avec la douce attente qu'elle reviendrait demain. Cole se tenait à l'autre bout, plus grand que les autres, sa robe noire profonde contre la lueur de la lanterne. Quand Manon s'approcha, il tourna lentement la tête, les yeux stables, non plus remplis du feu de la résistance, mais d'une force plus tranquille. Elle posa sa main contre son encolure, le poil rêche épaissi pour l'hiver, et murmura « Regarde ce que tu as commencé. » Il cligna des yeux, baissa la tête et la pressa doucement contre son épaule en guise de réponse. Léo arrivait après l'école la plupart des soirs, tapant ses bottes pour les nettoyer à la porte, les joues vermeilles de froid. Il ne cachait plus son carnet, épinglant plutôt ses croquis directement sur les portes des box. Ses dessins avaient changé aussi. Ce n'étaient plus seulement des portraits maintenant, mais des scènes. La jument alezane somnolent.
Jean et Manon martelant une nouvelle barrière. Valérie brossant la boue des sabots de Cole. Il dessinait la grange telle qu'elle était, imparfaite, mais entière. Et dans ces lignes, les animaux semblaient se tenir plus droits, comme si le crayon du garçon leur avait rendu ce que le monde avait essayé de leur prendre. Manon scotcha chaque croquis avec soin, les murs se transformant lentement en une galerie de la persévérance. Un dimanche, le village se rassembla pour le repas partagé à la salle des fêtes de la commune. Manon hésita sur le seuil, encore peu habituée à tant de regards. Les conversations se turent lorsqu'elle entra, les assiettes s'arrêtant en l'air. Puis Monique Martin, de la farine encore poudrant son tablier, tendit à Manon une assiette chargée de gratins et de tartes. « Pour vous, dit-elle, et le poids de ces deux mots faillit faire plier les genoux de Manon. Jean lui tapa dans le dos, la dirigeant vers une place, et Léo sourit largement, des miettes déjà collées à ses lèvres. Pour la première fois, Manon se sentit moins comme une intruse et plus comme quelqu'un que le village avait commencé à réintégrer dans son tissu. Cette nuit-là, alors que le vent balayait, vif et rapide, à travers le massif central, Manon sortit de la grange et serra son manteau. Les étoiles au-dessus étaient d'un éclat cassant, le genre qui donnait au monde l'impression d'être à la fois infini et proche. Elle écouta les hennissements étouffés des chevaux derrière elle, le bruit des sabots sur la paille, le léger grattement du crayon de Léo alors qu'il terminait un autre dessin à la lueur de la lanterne. Le profond soupir de Cole traversa les planches, l'ancrant au moment présent. Le vent tira ses cheveux, froid contre son visage, mais à l'intérieur de sa poitrine, il y avait de la chaleur, stable et inflexible. Elle pensa à la fille qui était entrée dans la cour de la vente avec un sac à dos et 100 €, moquée par des inconnus. Cette fille avait été une étrangère à elle-même, hantée par l'échec. Maintenant, elle se tenait devant une grange qui respirait de seconde chance, non seulement pour les chevaux, mais pour tous ceux qui avaient choisi de croire à nouveau. Alors que les rafales descendaient des montagnes, faisant vibrer les auvents, Manon ferma les yeux et murmura dans la nuit, « Nous sommes toujours là. » Cole répondit par un doux grondement depuis le box, sa voix roulant bas et certaine, comme s'il promettait que demain il serait encore là, peu importe les tempêtes qui pourraient venir. La neige avait commencé à s'attarder dans les creux en décembre, s'enroulant en blanc autour des piquets de clôture et s'accumulant dans les joints du toit de la grange. La vallée portait un silence qui n'était pas vide, mais plein, celui qui donnait à chaque pas de sabot le son d'un mot prononcé à voix haute. Manon serra plus fort son écharpe en traversant la cour, ses bottes crissant au rythme de la démarche régulière de Cole à ses côtés. Le panneau au-dessus de la grange, seconde chance, se balançait doucement dans le vent, la peinture déjà altérée par le froid, mais tenant bon. La nouvelle s'était répandue plus loin qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Des familles des villages voisins commencèrent à arriver, certaines timides, d'autres brisées à leur manière, menant des chevaux jugés immontables, indressables ou simplement non désirés. L'un après l'autre, ils entrèrent dans la grange, et aucun ne fut refusé. Cole observait chaque arrivée depuis son box, les yeux stables, sa présence calme mais rassurante. Il était devenu plus qu'un cheval à leurs yeux. Il était une sorte de témoignage. Le matin où le village se rassembla de nouveau, non pas aux arènes, mais sur la grande place près de l'église, Manon mena Cole sans licol ni longe. La foule s'écarta, leur souffle visible dans l'air froid. Nicolas Brun était là aussi, son chapeau tiré bas, son expression un masque de dédain. Mais cette fois, son ombre ne s'étendait pas sur le rassemblement. Les gens se tenaient entre lui et la fille qu'il avait autrefois essayé de mépriser. Manon s'arrêta au centre, Cole à ses côtés. Elle posa une main sur son encolure, sentant la chaleur sous son poil d'hiver. « Je ne suis pas venue ici pour prouver quoi que ce soit, » dit-elle, sa voix portant dans l'air vif. « Ni pour le dompter, ni pour le transformer en quelque chose qu'il n'est pas. Je suis venue pour écouter. Et quand je l'ai fait, j'ai réalisé qu'il n'avait jamais été celui qui était brisé. C'était nous. » Les mots restèrent suspendus, saisis par le silence. Les enfants se pressèrent contre leurs parents. Les hommes bougèrent leurs bottes. Les femmes croisèrent les bras contre le froid, mais personne ne se détourna. Léo s'avança, tenant un de ses croquis, et l'épingla sur le vieux panneau d'affichage près de la porte de l'église. Cole et Manon, côte à côte, aucune corde entre eux. Une ondulation traversa la foule. Pas des applaudissements, pas des acclamations, mais une reconnaissance plus profonde. Cole leva la tête, ses yeux balayant les gens, puis la baissa jusqu'à ce que son museau effleure l'épaule de Manon. Elle ne bougea pas, n'essaya pas d'en faire un spectacle.
Elle ferma seulement les yeux et laissa le geste parler pour eux deux. Le son de son souffle roula sur la place comme une bénédiction. Nicolas Brun marmonna quelque chose à voix basse et s'éloigna, ses bottes frappant le sol gelé. Personne ne le suivit. Son pouvoir avait été le silence. Maintenant, ce silence appartenait ailleurs. Quand ce fut terminé, Manon ramena Cole à travers les ruisseaux poudrés de neige, passant devant le bistrot où les rires s'étaient autrefois moqués d'elle, devant la coopérative agricole où des paris à voix basse avaient été placés. Les gens ne se moquèrent pas cette fois. Certains hochèrent la tête. D'autres se contentèrent de s'écarter pour la laisser passer. C'était suffisant. Ce soir-là, des lanternes brillaient chaleureusement dans la grange alors que Manon étendait du foin pour les nouveaux arrivants. Les chevaux bougeaient dans leur box, les queues battant, la grange vivante du son de la mastication et du réconfort de la compagnie. Léo scotcha un autre croquis au mur. Une grange entière remplie de chevaux, Cole au centre, la lumière rayonnant vers l'extérieur. Jean l'étudia, la fumée de sa pipe s'enroulant au-dessus de sa tête. Ça a l'air juste, dit-il, tout comme il l'avait fait des mois auparavant. Valérie s'appuya contre la porte du box, les mains dans les poches. Tu ne l'as pas dompté, dit-elle doucement. Manon hocha la tête. Je n'en avais pas besoin. Plus tard, après que tout le monde soit parti, Manon s'assit dans la paille avec Cole à côté d'elle. Elle s'appuya contre sa chaleur, écoutant le rythme régulier de sa respiration. La grange craqua. De la neige glissa du toit. Le monde s'installa dans le profond silence de l'hiver. Elle murmura dans le noir, des mots destinés autant à elle-même qu'à lui. Tu n'as jamais été destiné à être conquis. Tu étais destiné à être entendu. Cole bougea, expira, et baissa la tête jusqu'à ce qu'elle repose brièvement contre son épaule. Ce n'était pas de la soumission, pas de la possession, mais de la reconnaissance. Et dans ce moment silencieux, Manon sentit la boucle se boucler. Pas une fin, mais le début d'une vie mesurée non pas en victoire ou en défaite, mais dans l'acte simple et défiant d'écouter. Dehors, les montagnes du Massif central se dressaient blanches contre le ciel nocturne, le vent ne transportant que le son le plus doux à travers la vallée. À l'intérieur, une fille et un cheval respiraient ensemble, indomptés et intacts, leur silence plus fort que n'importe quel applaudissement. Si cette histoire a touché votre cœur, faites-le moi savoir de la manière la plus simple. Laissez juste un 0 ou un 1 dans les commentaires et je saurai que vous étiez là avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, car les prochaines histoires vous emmèneront encore plus profondément dans le lien entre les gens et les chevaux, des moments de douleur, d'espoir et de guérison que vous ne voudrez pas manquer.